Bien le bonjour. Attends, ça peut bien marcher. Non, c'est genre je suis pas là et là, bim, je suis là. Qu'est-ce que vous allez faire? Bref, vous voyez que Jess a voulu tester des nouveaux ongles parce que, je sais pas, c'était pas un délire. Et après, quand on essaye de l'aider, elle nous engueule. Mais c'est pas des questions. Personne t'a rien demandé. Je t'affiche, comme tu m'affiches. Les trois quarts du temps, c'est qui se fait clasher en vidéo? C'est toi peut-être? Non, c'est moi. Parce que tu Alors cherches. j'ai le droit de te clasher aussi. Bref, vous reconnaissez ce Et il y a nos setup. petits chachas. On se retrouve aujourd'hui Si, sur dans le Passion commentaire, on a Night écrit ce que vous faites. dans la rubrique théâtre. Nous Ça va allons être la scène la plus longue qu'on a jamais faite. vous interpréter la scène 5 de l'acte 2 qui comprend Monsieur Diaphorus, Thomas Diaphorus, Argan, Angélique, Cléante, Honnête. Voilà. Donc voilà, c'est la scène la plus longue qu'on ait eu à faire jusqu'ici, je pense. Parce que Et de ce que j'ai aperçu en j'ai pas regardant les regardé, mais photos, d'après Jess, je elle vais est beaucoup très- parler toute seule. Oh, mais le monologue. C'est moi qui le fais, frère. Je sais, mais c'est quand même abusé. Attends, ça s'arrête où en fait? Ça s'arrête pas là. Ça s'arrête. Mais frère, faut Ah. voir les trucs. Hein. Chaque fois que tu vois pas les trucs. Après, ça sera longtemps de la connaître, j'ai aperçu. Je l'aime pas. Je l'ai fait, mais je l'aime pas. C'est la vie. When you feel your heart broken, c'est la vie. Argan mettant la main à son bonnet sans l'ôter. Monsieur Purgon, monsieur, m'a défendu de découvrir ma tête. Vous êtes du métier, vous savez les conséquences. Nous sommes dans toutes nos visites pour porter secours aux malades et non pour leur porter de l'incommodité. Je reçois monsieur, ils parlent tous deux en même temps, s'interrompent et confondent. En même temps, bah, oui, bon, En plus, je m'auto-coupe la parole tout du long. ouais. Nous venons ici, monsieur, avec beaucoup de joie. Mon fils Thomas et moi, l'honneur que vous me faites. Vous témoignez, monsieur, et j'aurais souhaité le ravissement où nous sommes de pouvoir aller chez vous, de la grâce que vous nous faites pour vous en assurer, de vouloir bien nous recevoir. Mais vous savez, monsieur, dans l'honneur, monsieur, ce qu'est qu'un pauvre malade de votre alliance, qui ne peut faire d'autre chose et vous assurer que de vous dire ici, va lui ouvrir. Va lui ouvrir. S'il est enfermé en fait. Que dans les choses qui dépendront de notre métier, qu'il cherchera à toutes les occasions, de même qu'en tout autre, de vous faire connaître, monsieur. Nous serons toujours prêts, monsieur, qu'il est tout à votre service, à vous témoigner notre zèle. Il se retourne vers son fils et lui dit : Allons, Thomas, avancez, faites vos compliments. Est un grand bonnet, nouvellement sorti des écoles, qui fait toute chose de mauvaise grâce et à contretemps. N'est-ce pas par le père qu'il convient de commencer? Oui, Monsieur, je viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous un second père, mais un second père auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité, mais vous m'avez accepté par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps, mais ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté, et d'autant plus que les facultés spirituelles sont au-dessus des corporelles, d'autant plus que je vous dois, et d'autant plus je tiens précieuse cette future filiation, dont je viens aujourd'hui vous rendre par avance les très humbles et très respectueux hommages. Vive les collèges, d'où l'on sort si habile homme. Cela a-t-il bien été mon père? optime. Allons, saluez, monsieur. Baiserai-je? Oui, oui. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque non. Ce n'est pas ma femme, c'est ma fille à qui vous parlez. Où donc est-elle? Elle va venir. Attendrai-je, mon père, qu'elle soit venue? Faites toujours le compliment de mademoiselle. Mademoiselle, ne plus ne moins que la statue de Memnon. Pardon, de Memnon. Je me disais, mais ok. De Memnon rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil. Tout de même me songe animé. Putain, ça commence à être un songe. Qui dit ça? Me songe animé d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés. Et comme les naturalistes remarquent que la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, aussi mon cœur, d'ores en avant, tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux adorables, ainsi que vers son pôle unique. Souffrez donc, mademoiselle, que j'appende aujourd'hui à l'autel de vos charmes l'offrande de ce cœur, qui ne respire et n'ambitionne notre gloire que d'être toute sa vie, mademoiselle, votre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur et mari.
Voilà ce que c'est que d'étudier. On apprend à dire de belles choses. Et que dites-vous de cela? Que monsieur fait merveille et que s'il est aussi bon médecin qu'il est bon orateur, il y aura plaisir à être de ses malades. Assurément, ce serait quelque chose d'admirable, s'il fait de si belles cures qu'il fait de beaux discours. Allons, vite, ma chaise et des sièges à tout le monde. Mettez-vous là, ma fille. Vous voyez, monsieur, que tout le monde admire monsieur votre fils, et je trouve bien heureux de vous voir un garçon comme cela. Monsieur, ce n'est pas parce que je suis son père, mais je puis dire que j'ai sujet d'être content de lui, et que tous ceux qui le voient en parlent comme d'un garçon qui n'a point de méchanceté. Il n'a jamais eu l'imagination bien vive, ni ce feu d'esprit qu'on remarque dans quelques-uns, mais c'est par là que j'ai toujours bien auguré de sa judiciaire, qualité requise pour l'exercice de notre art. Lorsqu'il était petit, il n'a jamais été ce qu'on appelle mièvre et éveillé. On le voyait toujours doux, paisible et taciturne, ne disant jamais mot et ne jouant jamais à tous ces petits jeux que l'on nomme enfantins. On eut toutes les peines du monde à lui apprendre à lire, et il avait 9 ans qu'il ne connaissait pas encore ses lettres. Bon, disais-je en moi-même, les arbres tardifs sont ceux qui produisent les meilleurs fruits. On gave sur le marbre bien plus aisément. Non, on grave sur le marbre bien plus malaisément que sur le sable. Mais les choses y sont conservées bien plus longtemps. Et cette lenteur à comprendre, cette pesanteur d'imagination est la marque d'un bon jugement à venir. Lorsque je l'envoyai au collège, il trouva de la peine. Mais il se raidissait contre les difficultés. Et ses régents se louaient toujours à moi de son assiduité et de son travail. Enfin, à force de battre le fer, il en est venu glorieusement à avoir ses licences. Et je puis dire sans vanité que depuis 2 ans qu'il est sur les bancs, il n'y a point de candidat qui ait fait plus de bruit que lui dans toutes les disputes de notre école. Il s'y est rendu redoutable et il ne s'y passe point d'acte où il n'aille argumenter à outrance pour la proposition contraire. Il est ferme dans la dispute fort comme un Turc sur ses principes, ne démord jamais de son opinion et poursuit un raisonnement jusque dans les derniers recoins de la logique. Mais sur toute chose, ce qui me plaît en lui, et en quoi il suit mon exemple, c'est qu'il s'attache aveuglément aux opinions de nos anciens, et que jamais il n'a voulu comprendre ni écouter les raisons et les expériences des prétendues découvertes de notre siècle touchant la circulation du sang et autres opinions de même farine. Tirant une grande thèse roulée de sa poche qu'il présente à Angélique. J'ai contre les circulateurs soutenu une thèse, qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle comme un hommage que je lui dois des prémices de mon esprit. Monsieur, c'est pour moi un meuble inutile, et je ne me connais pas à ces choses-là. Donnez, elle est toujours bonne à prendre pour l'image. Cela servira à parer notre chambre. Avec la permission aussi de monsieur, je vous invite à venir voir l'un de ces jours, pour vous divertir, la dissection d'une femme, sur quoi je dois raisonner. Le divertissement sera agréable. Il y en a qui donnent les comédies à leur maîtresse, mais donner une dissection est quelque chose de plus galant. Au reste, pour ce qui est des qualités requises pour le mariage et la propagation, je vous assure que selon les règles de nos docteurs, il est tel qu'on le peut souhaiter, qu'il possède en un degré louable la vertu prolifique et qu'il ait du tempérament qu'il faut pour engendrer et procréer des enfants bien conditionnés. N'est-ce pas votre intention, monsieur, de le pousser à la cour et d'y ménager pour lui une charge de médecin? À vous en parler franchement, notre métier auprès des grands ne m'a jamais paru agréable, et j'ai toujours trouvé qu'il valait mieux pour nous autres demeurer au public. Le public est commode, vous n'avez à répondre de vos actions à personne, et pourvu que l'on suive le courant des règles de l'art, on ne se met point en peine de tout ce qui peut arriver. Mais ce qu'il y a de fâcheux auprès des grands, c'est que quand ils viennent à être malades, ils veulent absolument que leur médecin les guérisse. Je crois que lui aussi veut participer. Tu participes? Plaît-il? No es la hora. So silencio. Pardon, c'est pas bien tout vrai. Cela est plaisant, et ils sont bien impertinents de vouloir que vous autres, messieurs, vous les guérissiez. Vous n'êtes point auprès d'eux pour cela. Vous n'y êtes que pour recevoir vos pensions et leur ordonner des remèdes. C'est à eux à guérir s'ils peuvent. Cela est vrai, on est obligé qu'à traiter les gens dans les formes. Monsieur, faites un peu chanter ma fille devant la compagnie. J'attendais vos ordres, monsieur, et il m'est venu en pensée, pour divertir la compagnie, de chanter avec mademoiselle une scène d'un petit opéra qu'on a fait depuis peu. Tenez, voilà votre partie. Moi? Ne vous défendez point, s'il vous plaît, et me laissez-vous faire comprendre ce que c'est que la scène que nous devons chanter. Je n'ai pas une voix à chanter, mais il suffit que je me fasse entendre, et l'on aura la bonté de m'excuser par la nécessité où je me trouve de faire chanter mademoiselle. Les vers en sont-ils beaux? C'est proprement ici un petit opéra impromptu, et vous n'allez entendre chanter que de la prose cadencée, ou des manières de vers libres.
telles que la passion et la nécessité peuvent faire trouver à deux personnes qui disent les choses d'elles-mêmes et parlent sur le champ. Fort bien. Écoutons. Sous le nom d'un berger, explique à sa maîtresse son amour depuis leur rencontre, et ensuite ils s'appliquent leurs pensées l'un à l'autre en chantant. Voici le sujet de la scène. Un berger était attentif aux beautés d'un spectacle qui ne faisait que de commencer, lorsqu'il fut tiré de son attention par un bruit qu'il entendit à ses côtés. Il se retourne et voit un brutal qui, de paroles insolentes, maltraitait une bergère. D'abord, il prend les intérêts d'un sexe à qui tous les hommes doivent hommage, et après avoir donné au brutal le châtiment de son insolence, il vient à la bergère et voit une jeune personne qui, des deux plus beaux yeux qu'il eût jamais vus, versait des larmes qu'il trouva les plus belles du monde. « Hélas !» dit-il en lui-même, « est-on capable d'outrager une personne si aimable ? Et quel humain, quel barbare ne serait touché par de telles larmes ?» Il prend soin de les arrêter, ces larmes qu'il trouve si belles, et l'aimable bergère prend soin en même temps de le remercier de son léger service, mais d'une manière si charmante, si tendre et si passionnée, que le berger n'y peut résister, et chaque mot, chaque regard, est un trait plein de flamme dans son cœur se sent pénétrer. Est-il, disait-il, quelque chose qui puisse mériter les aimables paroles d'un tel remerciement? Et que ne voudrait-on pas faire? À quel service, à quel danger ne serait-on pas ravi de courir pour s'attirer un seul moment des touchantes douceurs d'une âme si reconnaissante? Tout le spectacle passe sans qu'il s'y donne aucune attention. Mais il se plaint qu'il est trop court, parce qu'en finissant, il le sépare de son adorable bergère, et de cette première vue, de ce premier moment, il emporte chez lui tout ce qu'un amour de plusieurs années peut avoir de plus violent. Le voilà aussitôt à sentir tous les maux de l'absence, et il est tourmenté de ne plus voir ce qu'il a si peu vu. Il fait tout ce qu'il peut pour se redonner cette vue, dont il conserve nuit et jour une si chère idée. Mais la grande contrainte où l'on tient sa bergère lui en ôte tous les moyens. La violence de sa passion le fait résoudre à demander en mariage l'adorable beauté sans laquelle il ne peut plus vivre, et il en obtient d'elle la permission par un billet qu'il a l'adresse de lui faire tenir. Mais dans le même temps, on l'avertit que le père de cette belle a conclu son mariage avec un autre, et que tout se dispose pour en célébrer la cérémonie. Jugez quelle atteinte cruelle au cœur de ce triste berger. Le voilà accablé d'une mortelle douleur. Il ne peut souffrir l'effroyable idée de voir tous ceux qu'il aime entre les bras d'un autre, et son amour, au désespoir, lui fait trouver moyen de s'introduire dans la maison de sa bergère pour lui apprendre ses sentiments et savoir d'elle la destinée à laquelle il doit se résoudre. Il y rencontre les apprêts de tout ce qu'il craint. Il y voit venir l'indigne rival que le caprice d'un père oppose aux tendresses de son amour. Il le voit triomphant, ce rival ridicule, auprès de l'aimable bergère, ainsi qu'auprès d'une conquête qui lui est assurée, et cette vue le remplit d'une colère dont il a peine à se rendre maître. Il jette de douloureux regards sur celle qu'il adore, et son respect et la présence de son père l'empêchent de lui rien dire que des yeux. Mais enfin il force toute contrainte, et le transport de son amour l'oblige à lui parler ainsi. Il chante. Belle Phyllis, c'est trop souffrir. Rompons ce dur silence et m'ouvrez vos pensées. Apprenez-moi ma destinée, faut-il vivre, faut-il mourir? Répond en chantant. Vous me voyez, Tircis, triste et mélancolique, aux apprêts de l'hymen dont vous vous alarmez. Je lève au ciel les yeux, je vous regarde, je soupire, c'est vous en dire assez. Ouais, je ne croyais pas que ma fille fût si habile que de chanter ainsi à livre ouvert sans hésiter. Hélas, belle Phyllis, se pourrait-il que l'amoureux Tircis eût assez de bonheur pour avoir quelque place dans votre cœur? Je ne m'en défends point dans cette peine extrême. Oui, Tircis, je vous aime. Oh, parole pleine d'appât, ai-je bien entendu, hélas? Redites-la, Phyllis, que je n'en doute pas. Oui, Tircis, je vous aime. De grâce encore, Phyllis, je vous aime. Recommencez 100 fois, ne vous en lassez pas. Je vous aime. Oui, Tircis, je vous aime. Dieu roi, qui sous vos pieds regardez tout le monde, pouvez-vous comparer votre bonheur au mien? Mais Phyllis, une pensée vient troubler ce doux transport. Un rival. Ah, je le hais plus que la mort, et sa présence ainsi qu'à vous m'est un cruel supplice. Mais un père à ses vœux veut vous assujettir. Plutôt mourir que de jamais y consentir. Plutôt mourir. Et que dit le père à tout cela? Il ne dit rien. Voilà un sot de père que ce père-là de souffrir toutes ces sottises-là sans rien dire. Ah, mon amour, non, en voilà assez. Cette comédie-là est de fort mauvais exemple. Le berger Tircis est un impertinent, et la bergère Phyllis une impudente de parler de la sorte devant son père. Montrez-moi ce papier. Ah. Où sont donc les paroles que vous avez dites? Il n'y a là que de la musique écrite. Est-ce que vous ne savez pas, monsieur,
qu'on a trouvé depuis peu l'invention d'écrire les paroles avec les notes mêmes. Fort bien. Je suis votre serviteur, monsieur. Jusqu'au revoir. Nous nous serions bien passés de votre impertinent opéra. J'ai cru vous divertir. Les sottises ne divertissent point. Ah, voici ma femme. Elle, on en avait pas besoin. Et on saura tous que ces paroles, bah c'est en fait leur véritable histoire. Voilà. Littéralement. Je pouvais pas faire plus explicite, mais visiblement, C'était Argan est tellement con qu'il a pas compris. C'était pour mettre au point la vérité des sentiments, s'assurer qu'ils étaient bien sur la même longueur d'onde et qu'elle non plus, elle n'était pas consentante à tout ce bail, surprise. Mais bah en vrai, Thomas il a pas l'air méchant, tu vois, ça a l'air d'être pas un mauvais gars. Et il est con. Un peu. Ouais, un peu, mais genre. Et un bonnet. Mais genre, bah voilà quoi. Cléante et Angélique s'aiment. Il va falloir que Argan ouvre les yeux, même s'il est insupportable. Et on finit, il y avait il est trop mignon, regardez. Eh bien, sur ce... On va vous dire bye bye. Oh, ça c'est bon. Ça c'était mon omoplate. Bref. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis nous, on vous retrouve jeudi prochain pour la suite. Bye bye.